Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on attaque un chapitre à part dans notre exploration de Bash, les commandes système et d'administration. Ce sont exactement les commandes qu'on retrouve dans les scripts de démarrage et d'arrêt du système, généralement appelés par root, pour la maintenance du système ou pour des réparations d'urgence du système de fichiers. Certaines sont totalement anodines, d'autres peuvent littéralement détruire votre système si elles sont mal utilisées. Je vous préviendrai systématiquement à chaque fois que ce sera le cas. C'est parti, commençons par les utilisateurs et les groupes. Users affiche tous les utilisateurs actuellement connectés. Group affiche les groupes auxquels appartient l'utilisateur actuel. ID affiche les identifiants réels de l'utilisateur et du groupe pour le processus en cours. Whoami donne le nom de l'utilisateur du processus actuel. Logname, elle, donne le nom de connexion réellement utilisée. Who affiche une liste détaillée de toutes les connexions actives, et W va encore plus loin en affichant aussi les processus associés à chaque utilisateur connecté. Un point important à retenir ici, Whoami et Logname peuvent sembler identiques au premier abord, mais elles ne le sont pas toujours. Après avoir utilisé la commande su pour changer d'utilisateur, Whoami affichera le nouvel utilisateur du processus, tandis que Logname continuera d'afficher l'utilisateur qui s'est réellement connecté au départ. Pour la gestion des comptes, réservés à root, UserAdd crée un nouveau compte utilisateur, UserDull le supprime, UserMod le modifie, par exemple pour verrouiller un compte en désactivant son mot de passe. GroupMod modifie un groupe existant. Shawn change le propriétaire d'un ou plusieurs fichiers, et CHGRP, avec l'option récursive, change le groupe propriétaire de façon récursive sur toute une arborescence de répertoire. Et pour élever ces privilèges directement dans un script, on utilise sudo, qui permet d'exécuter une commande précise en tant que root, ou un autre utilisateur, sans donner un accès root complet et permanent. Le fichier etc, sudoers, définit précisément qui a le droit d'appeler sudo, et pour quelle commande. Petite mise en garde sur passwd, techniquement, elle peut être utilisée dans un script, avec l'option stdin pour recevoir un nouveau mot de passe. Mais en pratique, c'est fortement déconseillé, puisque modifier automatiquement un mot de passe est une source classique d'erreurs de sécurité graves. Passons maintenant aux terminaux. TTWhile affiche le nom du fichier correspondant à votre terminal actuel. STTWhile, avec l'option "-a", affiche absolument tous les paramètres actuels de votre terminal. Un exemple vraiment concret et utile, désactiver l'affichage à l'écran pendant la saisie d'un mot de passe. On utilise STTWhile avec l'option "-echo pour supprimer l'affichage, on lit le mot de passe avec read, puis on restaure l'affichage normal avec STTWhile-echo. C'est exactement la technique qu'utilise la quasi-totalité des scripts d'authentification en ligne de commande. Wall, pour write all, permet d'envoyer un message à absolument tous les terminaux connectés sur le réseau, un outil précieux pour un administrateur système qui doit prévenir tout le monde d'un arrêt imminent. Et Meg, avec l'option N, désactive les droits d'écriture sur votre propre terminal, ce qui bloque à la fois write et wall, pratique si vous ne voulez surtout pas être interrompu. Continuons avec les informations et statistiques système. Une M, avec l'option "-a", affiche absolument toutes les informations sur votre système, le système d'exploitation, la version du noyau, l'architecture. Arch affiche uniquement l'architecture, l'équivalent de une M-M. Hostname affiche le nom d'hôte de la machine. Uptime indique depuis quand le système est démarré, ainsi que sa charge moyenne. Free affiche l'utilisation de la mémoire et du cache. DF affiche l'utilisation de vos systèmes de fichiers. Edu, avec les options ACH, affiche l'utilisation du disque de façon récursive et lisible. Un point important sur la charge système. Une moyenne de charge de 1 ou signifie que le système gère parfaitement ses processus. Au-delà de 3, sur un processeur simple cœur, les performances du système commencent à se dégrader de manière significative. Stat est une commande particulièrement pratique dans un script. Elle permet d'extraire des métadonnées précises sur un fichier, comme son propriétaire ou sa taille, de façon bien plus fiable que d'analyser péniblement la sortie de ls-l avec sed. Pour du diagnostic plus avancé, on a lsof, qui liste tous les fichiers actuellement ouverts, extrêmement utile quand un umount échoue avec le message « device is busy ». LSOF avec l'option "-i" affiche spécifiquement les sockets réseau ouverts, ce qui aide à traquer une intrusion. Strass et ltrace, trace respectivement les appels système et les appels de bibliothèque d'un programme, particulièrement utiles pour diagnostiquer pourquoi un programme plante. Et NC, pour netcat, est un véritable couteau suisse réseau. Elle permet de se connecter directement à un port précis pour tester manuellement un service, ou même de construire des scripts client-serveur relativement simples. Passons à la journalisation système. Logger permet d'ajouter directement un message généré par un utilisateur dans le journal système,
sans avoir besoin d'être root. Un exemple particulièrement pro, utilisez Logger comme un outil de débogage à l'intérieur d'un script en production, avec l'option "-t" pour définir une balise et l'option "-i" pour enregistrer l'identifiant du processus. C'est une méthode élégante pour tracer précisément l'exécution d'un script, sans jamais polluer sa sortie standard normale. Et LogRotate, généralement lancé automatiquement par cron, gère la rotation, la compression et la suppression automatique des anciens journaux système. Continuons avec le contrôle des jobs et des processus. PSAX liste tous les processus actifs, et l'option Forest les affiche sous forme d'arborescence graphique. PGREP combine directement PS et grep en une seule commande. PSTree, avec l'option "-p", affiche cette même arborescence avec les identifiants de processus associés. Et Top, avec l'option "-b", affiche les processus les plus consommateurs de ressources, en mode texte, ce qui permet de l'utiliser directement dans un script. NIS permet de lancer un processus avec une priorité modifiée. NoUp permet à une commande de continuer à s'exécuter même après la déconnexion de l'utilisateur qui l'a lancé. PIDOF retrouve l'identifiant d'un processus à partir de son nom. Et Fusée identifie précisément quel processus accède à un fichier ou une ressource donnée. Un piège très courant que Fusée permet justement de résoudre. Umount qui échoue avec le message "Device is busy" lorsqu'une clé USB est encore utilisée par un processus. La commande Fusée, avec les options U et M, identifie immédiatement le processus coupable, ce qui vous permet de le terminer proprement avant de démonter le périphérique. Et cron, enfin, est le planificateur de l'administrateur système, l'équivalent superutilisateur de la commande AT qu'on avait vu dans une vidéo précédente, mais pour des tâches véritablement récurrentes. Passons maintenant au contrôle de processus et de démarrage. Init est littéralement le parent de tous les processus sur votre système, et détermine le niveau d'exécution à partir du fichier etc. Initab. Tel1i permet de changer ce niveau d'exécution, réservé exclusivement à root. Run Level affiche le niveau d'exécution actuel et précédent. Alt et Reboot arrête ou redémarre le système. Et Service démarre ou arrête un service système précis. Voici une mise en garde absolument sérieuse. Sur certaines distributions Linux, la commande Alt possède des droits qui permettent à un utilisateur autre que root de l'appeler. Un Alt lancé sans précaution, dans un terminal ou dans un script, peut littéralement éteindre le système immédiatement, sans aucune confirmation. Continuons avec les commandes réseau. Nmap est un scanner de ports, un outil de sécurité absolument essentiel pour localiser les ports ouverts d'un serveur et les services associés. ifconfig configure finement les interfaces réseau, même si aujourd'hui, l'outil moderne IP, avec IP-Link Show et IP-Route-List, tend progressivement à la remplacer. Netstat affiche des informations et statistiques réseau détaillées, et particulièrement l'option LPTU, qui affiche les sockets en écoute, extrêmement utile pour déterminer si un ordinateur a été attaqué ou compromis. Root affiche la table de routage du noyau. IPTable est l'outil de filtrage de paquets principal pour la sécurité réseau, notamment pour mettre en place un pare-feu. Et TCP-Dump est un véritable renifleur de paquets, permettant d'analyser en détail le trafic réseau selon des critères très précis. Un exemple concret et pratique, utilisez Nmap directement dans un script, combiné à grep, pour vérifier automatiquement si un port précis est ouvert sur un serveur donné. Passons maintenant au système de fichiers. Mount monte un système de fichiers, généralement un périphérique externe comme un CD-ROM ou une clé USB. Umount le démonte, une étape absolument obligatoire avant de retirer physiquement un périphérique, sous peine de corruption des données. Et Sync force l'écriture immédiate de toutes les données en mémoire tampon vers le disque dur. Un exemple vraiment intéressant. Vérifiez une image ISO avant sa gravure, en la montant directement comme un périphérique loopback, ce qui permet de traiter un simple fichier exactement comme s'il s'agissait d'un vrai périphérique physique. MKSwap, Swapon et Swapoff gèrent l'espace d'échange du système. MKE2FS crée un système de fichiers ext2. Et maintenant, une mise en garde vraiment cruciale. Les commandes suivantes doivent être appelées uniquement en tant que root, et avec une extrême prudence, car une seule erreur peut détruire complètement un système de fichiers. Fdisk modifie la table des partitions d'un disque. Tune2FS configure finement un système de fichiers ext2 existant. FSCK, E2FSCK, et Debuff vérifie, répare ou débogue des systèmes de fichiers. Et BadBlocks vérifie les blocs physiquement défectueux d'un disque. HDParm, elle aussi, liste ou modifie les paramètres d'un disque dur, et peut être tout aussi dangereuse si elle est mal utilisée. Ces commandes ne sont pas des jouets. Une faute de frappe peut vous coûter l'intégralité de vos données. Chez Hroot, elle, permet de modifier le répertoire racine utilisé par un ensemble de commandes.
C'est une technique classique en cybersécurité pour confiner un utilisateur non fiable dans ce qu'on appelle une chroot jail, ou pour lancer un système de récupération après un crash système grave, sans dépendre du système de fichiers principal potentiellement corrompu. Et Logfile, enfin, crée un fichier de verrouillage, un mécanisme de sémaphore qui empêche plusieurs scripts d'accéder simultanément à la même ressource critique, évitant ainsi des conflits ou des corruptions de données. Terminons avec le backup et les ressources système. Dump et Restore forment un système élaboré de sauvegarde de systèmes de fichiers, généralement utilisé sur de grosses installations en réseau. uLimit, elle, initialise une limite supérieure sur l'utilisation des ressources système. Par exemple, uLimit avec l'option "-f limite la taille maximale des fichiers créés. Et voici un point de sécurité vraiment important. Un usage judicieux de uLimit peut concrètement protéger un système contre ce qu'on appelle une bombe fork, un script malveillant, ou simplement buggé, qui se relance lui-même à l'infini, jusqu'à saturer complètement toutes les ressources disponibles et geler le système entier. Et umask définit le masque de création des droits par défaut pour tous les nouveaux fichiers créés par un utilisateur. Un exemple pro très parlant. Dans un script de chiffrement, définir umask 177 garantit que tout fichier de sortie créé aura automatiquement les droits 600, c'est-à-dire lisible et modifiable uniquement par son propriétaire, protégeant ainsi immédiatement les résultats sensibles d'un traitement. Et pour terminer cette vidéo, quelques commandes diverses mais très utiles. lsmod affiche les modules actuellement chargés dans le noyau. Modprobe charge un module, généralement au démarrage du système. Environ lance un programme avec des variables d'environnement modifiées, sans affecter l'environnement système complet. LDD affiche les dépendances des bibliothèques partagées d'un exécutable. Et watch, avec l'option "-n, répète automatiquement une commande à intervalles réguliers, parfaite pour surveiller en direct un fichier de log ou l'état d'un système. Une utilisation particulièrement intéressante de environ, dans la toute première ligne d'un script, le fameux shebang, pour rendre ce script portable, même quand l'emplacement exact de l'interpréteur n'est pas connu à l'avance sur le système cible. Alors, pour résumer toute cette vidéo, particulièrement dense et complète. Pour les utilisateurs et les groupes, retenez id, useradd et sudo. Pour les terminaux, tty, stty et wall. Pour les informations système, unem, uptime, free, df, lsof et strass. Pour la journalisation, logger et logrotate. Pour le contrôle des jobs, ps, top, nis, pidoff, fusée et cron. Pour le démarrage, init, run level et alt, avec toute la prudence que cela implique. Pour le réseau, nmap, ifconfig, netstat, iptable et tcpdump. Pour les systèmes de fichiers, mount, umount, chroot, et bien sûr, avec une extrême prudence, fdisk, tune2fs et fsck. Et pour les ressources système, uLimit, votre meilleure protection contre les bombes fork, et umask pour sécuriser vos fichiers dès leur création. Ces commandes forment véritablement l'arsenal complet d'un administrateur système. Beaucoup d'entre elles nécessitent les droits root, et certaines peuvent littéralement détruire un système en une seule erreur de frappe. Le mot d'ordre à retenir absolument. Toujours comprendre parfaitement une commande avant de l'exécuter, surtout lorsque vous êtes connecté en tant que root. Si ce contenu massif vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à l'activiste, ça compte énormément. Et dites-moi en commentaire, quelle commande de toute cette liste vous semblait la plus dangereuse? On se retrouve très bientôt pour la suite. À très vite!